Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Roubaix Web pour cette émission, le débat spécial élection municipale 2026. Vous le savez, ce dimanche 15 mars, les électeurs sont appelés aux urnes pour voter pour leur prochain maire, pour la prochaine liste qui les représentera et gérera la municipalité, la ville pour les années à venir. On a un sondage IFOP qui a été publié il y a quelques jours, un sondage sur 601 personnes inscrites sur les listes électorales à Roubaix. Ce sondage a donné les résultats suivants. David Guiraud de la liste Fier de Roubaix en tête des intentions de vote au premier tour avec 44% des voix. Et puis derrière, Karim Amrouni 23%, Alexandre Garcin 18%, Céline Sayat 12%, Nassim Zeglache Sali 2% et enfin Françoise Delbar, 1%. Alors, il s'agit d'un sondage, mais ce sondage nous permettra d'introduire le débat de ce jour et nous recevons pour la dernière ligne droite avant les élections le premier candidat selon le sondage, David Guiraud. Bonjour et merci d'être présent. On reçoit aussi face à lui Alexandre Garcin, actuel maire sortant de la ville. Bonjour. Bonjour. Alors, on va pouvoir prendre un peu de temps pour échanger, discuter, débattre des questions qui sont importantes, des questions qui sont au cœur de vos programmes respectifs. L'objectif, bien sûr, on le rappelle, c'est quand même de respecter quelques règles qu'on précise à ceux qui nous écoutent. Une règle en termes de temps, puisque chacun des candidats doit avoir un parole équivalent, plus ou moins équivalent. D'ailleurs, pour les autres candidats, on espère aussi pouvoir leur proposer et voir leur invitation respectée, acceptée pour des débats dans le courant de semaine. Et la deuxième règle, évidemment, c'est le respect des participants et de bienséance, mais je sais pouvoir compter sur vous. On va peut-être commencer tout simplement par une première question qu'on va poser à Alexandre Garcin, relativement au sondage. Vous l'avez vu passer comme tout le monde. On voulait avoir peut-être pour démarrer ce débat votre interprétation, votre réaction à ce débat, à ce sondage, pardon. Un sondage, c'est une photographie. Moi, ce que je vois, c'est que je suis au deuxième tour. Je sens la dynamique. Et voilà, j'ai été ce week-end encore à la rencontre des Roubaisiennes et des Roubaisiens, en parcourant la ville à vélo, de place en place. Et j'ai eu des beaux échanges. Je vois que la dynamique, elle est là. Les personnes âgées apprécient le projet d'événements festifs, de rencontres pour elles. J'ai été à la rencontre des familles qui souhaitent davantage de sécurité, qui apprécient notre projet d'une police 24 heures sur 24 et davantage de vidéosurveillance. Et puis j'étais aussi à la rencontre des jeunes. Et ce que j'entends de la jeunesse, c'est que d'abord, elle est une grande utilisatrice d'un projet que j'ai pu mettre en place, qui est les trottinettes et les vélos en libre service. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'elle apprécie le choc de nouveaux équipements sportifs que nous allons mettre en place. Ainsi que la Fondation de Roubaix pour la jeunesse qui les enthousiasme. Voilà. Donc je serai au second tour, et c'est pourquoi j'appelle les Roubaisiennes et les Roubaisiens à un vote efficace. Merci. Monsieur Guiraud, votre réaction, vous, à ce sondage? Vous savez, moi, je n'ai pas grande confiance envers les sondages. J'espère qu'on sera au-dessus. Maintenant, comment vous dire, c'est un sondage qui confirme ce qu'on sent sur le terrain depuis maintenant des années, parce que je suis peut-être le seul candidat, voire même un des rares candidats en France, à avoir estimé que l'élection municipale, c'était pas juste une élection pour être élu, mais c'était un moment en fait de préparation à l'exercice des responsabilités. C'est pour ça que je me suis lancé il y a 1 an et demi, parce que je pense que les Roubaisiens détestent maintenant l'idée qu'on puisse toquer à leur porte 2 mois avant l'élection pour leur dire « au fait, j'existe, votez pour moi ». Monsieur Garcin, en tant que maire sortant, ne pouvait pas se lancer dans l'élection avant, c'est une réalité. Mais moi, en tant que responsable politique qui n'est pas en responsabilité de maire, ça me semblait extrêmement important. Donc on voit qu'il se passe quelque chose à Roubaix. Parce qu'en fait, quelque part, le 15 et les 22 mars, on a rendez-vous avec notre histoire. J'ai vu que vous avez mis un peu les moyens sur votre... vous voyez comme notre ville est belle, quoi. Vous voyez qu'on peut faire des belles choses avec tous ces beaux bâtiments, qui sont les bâtiments les plus connus. Mais il y a nos rues, il y a le patrimoine du quotidien. Et je pense que les Roubaisiens, quelque part, on incarne pour eux ce changement-là. Parce que moi, et c'est pour ça que je voulais faire ce débat et que j'ai répondu positivement à la demande de débat qui a été formulée par monsieur le maire, c'est que, quelque part, on a 2 choix qui se posent pour cette élection-là. Ou bien on change tout, ou bien on continue comme avant. Et je crois qu'on observe, on tient 2 lignes politiques différentes. Monsieur Garcin est le défenseur, et c'est normal, du bilan de la majorité sortante. Moi, je veux effectivement changer beaucoup de choses par rapport à ce qui a été fait. Mais je le dis aussi parce que vous avez parlé en introduction de respect. Moi, je constate sur le terrain quand même si c'est une campagne municipale, il peut y avoir de l'agressivité, etc.
Mais il y a une forme de cordialité parce que je pense que M. Garcin et moi, on est conscients que quelque part, il y a l'élection, mais qu'on va continuer à habiter dans la ville. Voilà. Et qu'on sera encore dans la ville après le 22 mars 2026, après l'élection, et qu'il faudra bien vivre ensemble d'une certaine manière. Donc moi, je m'apprête aussi à être le maire de tous les Roubaisiens, de toutes les Roubaisiennes. Ce soir, je suis là pour convaincre les indécis, évidemment. Mais je veux aussi que ce débat, et quelque part les tensions qui sont accumulées pendant la campagne, puissent redescendre le temps de cette dernière semaine, qui est pour moi une semaine où on affirme nos projets. Voilà. Monsieur Garcin, est-ce que vous partagez un peu cette vision des choses? Écoutez, moi ce que j'entends c'est que M. Guiraud veut tout changer. Moi je l'appelle ça tout s'arrêter, parce qu'aujourd'hui on est dans une dynamique où voilà, on est comme un train à pleine vitesse avec de très nombreux projets pour notre ville et pour notre territoire qui ont été âprement négociés. Et aujourd'hui, vouloir tout changer, c'est tout arrêter. Alors que moi, je veux continuer la transformation de cette ville qui est aujourd'hui à une marche très, très, très rapide. Quand M. Guiraud dit, par exemple, que vous êtes la continuité des mandats précédents, est-ce que c'est la continuité de projets âprement négociés, la rénovation urbaine, le tramway et tous les investissements qui sont prévus. C'est un demi-milliard d'investissements qui sont prévus sur le prochain mandat dans le cadre, qui sont dans les tuyaux aujourd'hui, qui sont déjà acquis. Et donc, vouloir tout changer, c'est tout arrêter. C'est un choix, mais j'espère que les Roubaisiens ne le feront pas. Bon, moi, j'ai souvent entendu ça. Hein. Vous vous souvenez, par exemple, c'est typiquement, comment dire, c'est la logique du centre macroniste de dire tout, c'est le chaos si ça s'arrête. Je me souviens, vous vous souvenez, quand on parlait, y compris de politique gouvernementale, on avait une ministre, Madame Borne, qui disait les cartes vitales vont être désactivées, les projets en rue vont s'arrêter. Ça se passe pas comme ça. Quand vous êtes élu par les Roubaisiens, Roubaix, ça compte à l'échelle de la métropole, ça compte à l'échelle de l'ANRU. Et c'est pour ça que j'ai lancé ma campagne 1 an et demi aussi avant le début de la campagne officielle. Pourquoi? Parce que j'ai eu des discussions. On parle des projets, par exemple, de rénovation urbaine, mais j'ai des discussions avec l'ANRU. L'ANRU attend l'élection pour savoir justement qu'est-ce qu'on va faire à l'Alma, à l'Épeule, comment on va boucler au Pile, aux Trois Ponts, qu'est-ce qu'on va faire après, peut-être au Puy-de-Four. Ça, c'est des discussions que les responsables, la préfecture attend de savoir quel sera le prochain maire. Pas pour tout arrêter, pour savoir quelle va être l'option politique. Et effectivement, après, il y a un débat politique. Est-ce qu'on continue le projet tel qu'on l'a mené, par exemple, à l'Alma de rénovation urbaine, ou est-ce qu'on le transforme? Voilà, on l'arrête. On le transforme. C'est-à-dire, on détruit moins que ce qui était prévu. Et tout ça, pour être... Moi, commission des finances, j'ai auditionné l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Je sais ce qu'elle pense, je sais ce qu'elle attend. Je sais que les projets, ils sont modifiables. D'ailleurs, je me souviens d'une époque où M. Delbar avait annoncé, quand il était maire, il disait, mais le projet ne peut pas être transformé. Et on découvre avec M. Garcin qu'en fait, si. Donc, on peut le transformer, ce projet. C'est une question de vision politique qui s'affronte et on va avoir l'occasion d'en parler. Mais il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas inquiéter les gens de cette manière-là. C'est-à-dire, le fait d'avoir des désaccords politiques, c'est normal. Alors, mais je les exposerai. Mais par contre, ne jouons pas sur la corde quelque part de « après moi le déluge ». Vous voyez. Alors justement, et c'est très bien qu'on ait commencé avec ce sujet puisque c'était la première thématique qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, la thématique du logement. Monsieur Garcin, je vous vois réagir sur ces dires de Monsieur Guiraud. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Sur quel point? Et surtout, par la suite, j'ai envie de vous demander quels sont justement les projets que vous souhaitez porter sur ces questions-là. Quelle est votre vision et celle de votre liste? Alors le logement, c'est le sujet le plus important pour les Roubaisiens, après la sécurité et la famille. Et je le disais, tout est déjà lancé. Il n'y a plus de temps à perdre sur ce sujet. Pour améliorer la qualité des logements, on a mis en place le permis de louer. On a mis en place la lutte contre les marchands de sommeil. Aujourd'hui, il y a des marchands de sommeil qui sont partis en prison. Et puis, on a mis en place quelque chose d'extrêmement innovant, dont on s'est inspiré, sur lequel on s'est inspiré de l'Angleterre, la brigade du logement vacant. C'est unique en France. C'est d'ailleurs repris par de nombreux médias. Et ça nous a permis de remettre sur le marché 300 logements. Ça, c'est sur la qualité des logements. Et après, il y a sur la quantité des logements. Et là encore, je vous le disais, nous sommes un train à pleine vitesse. Nous avons livré 4000 nouveaux logements sur les 2 derniers mandats. Dans un contexte national où la construction est en berne, c'est exceptionnel. Et rien qu'en 2025, ce que nous avons construit en termes de logements à Roubaix, c'est 10 fois plus qu'à Lille. Donc nous avons avec déjà cette dynamique-là, mais en plus, nous avons ce grand projet de rénovation urbaine. C'est une chance. C'est une chance avec une injection massive d'argent public pour de nouveaux équipements et de nouveaux logements qui a été négociée, je le dis encore une fois, avec non seulement l'agence de rénovation urbaine, mais aussi la région, la métropole, les bailleurs. C'est 450 millions d'euros. C'est le deuxième budget de France pour la rénovation urbaine après Marseille. Et donc, cette rénovation urbaine, si on l'arrête,
c'est une remise en cause potentielle de tout cet argent qui arrive sur Roubaix. Et ce serait bien dommage, parce que cette rénovation urbaine, c'est le droit de chacun à vivre dans un beau quartier. Et aujourd'hui, ce qui est engagé, c'est la construction de beaux quartiers. C'est un projet qui fera la fierté de Roubaix. Donc, ce que vous dites, Monsieur Garcin, si je me permets, c'est que finalement, il y a des choses qui ont été faites dans les majorités dans lesquelles vous étiez partie prenante, que finalement, vous avez plutôt un bilan positif alors de ce qui a été fait. Et vous dites que c'est des choses qui continuent et que vous souhaitez justement faire continuer. On va continuer le permis de louer, on va continuer la lutte contre les marchands de sommeil, on va continuer la brigade du logement vacant, je crois même qu'elle a été reprise par Monsieur Guiraud. Nous allons continuer la construction de logements avec notamment le projet du tramway, qui est un projet aussi de transformation de notre ville et qui va permettre de valoriser davantage des fonciers. Et puis nous allons continuer cette rénovation urbaine qui est bien engagée. Les logements sont déjà quasiment tous vides et les relogements ont été faits. Tout ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on arrive à la phase où on rentre dans le chantier et il a même déjà bien commencé à l'Eppel comme à l'Alma. Tout ça doit continuer. Et donc pour vous, le fait déjà de changer de maire finalement et d'équipe, c'est quelque part restreindre un peu la continuité, c'est ça que vous sous-entendez? En fait, quand vous allez dire à l'administration stop, on connaît, quand on appuie sur le bouton stop dans l'administration, tout s'arrête. Ah ça il n'y a pas de problème. On l'a vu sur Saint-Sauveur, tout s'est arrêté. 6 ans plus tard, la machine n'est toujours pas repartie. Et ce sera le cas, parce que là aujourd'hui, si vous laissez toutes les friches en disant non, finalement on va changer le programme, on ne va pas les démolir, on va faire en sorte de les réhabiliter, ça va être des études supplémentaires, ça va être un certain temps, tout ça, ça va prendre un temps. Ça veut dire que pendant 5-6 ans, on va laisser encore, donc dans tout le mandat, on va laisser les habitants qui habitent dans ces quartiers, à l'Eppel, à l'Alma, dans des quartiers qui seront défigurés. Non, moi je ne veux pas ça. Alors Monsieur Guiraud, sur cette question-là, moi j'ai envie quand même de vous interroger en disant comment, et concrètement, si demain vous étiez maire de la ville de Roubaix, comment vous envisagez réellement, concrètement la question de la rénovation urbaine? Ouais. Et puis peut-être quand même dire un mot ou deux sur le bilan, vous, que vous tirez des actions qui ont été menées. Je vais parler un peu des deux, parce que une rénovation urbaine à l'Alma, dont M. Garcin dit qu'elle s'est très bien passée, 30 camions de CRS tous les soirs pendant plusieurs nuits, j'appelle pas ça bien se passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Des policiers d'Alliance Police, c'est pas très insoumis, quoi, vous voyez, qui disent on ne veut pas assurer ce chantier parce qu'on n'est pas là pour assurer des murs, ça doit être fait à la résultante d'une négociation politique, d'une écoute des habitants, etc. Des policiers d'Alliance Police, pas des insoumis, des policiers, qui disent écoutez, nous on ne veut pas faire ça, ça s'est pas bien passé. Ni pour la municipalité, ni pour les institutions qui sont là, parce que leur image elle est dégradée par les échecs des négociations. L'ANRU a envie que ça se finisse bien, la préfecture a envie que ça se finisse bien, ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont ça a été fait par la municipalité. Les bailleurs sociaux, LMH notamment, qui est en première ligne là-dessus, n'étaient pas d'accord. Ils ne peuvent pas le dire, mais ils n'étaient pas d'accord. Et sur la question des subventions qui seraient bloquées, comment vous envisagez cette question? Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ce que l'on va demander, ce n'est pas un arrêt du projet, c'est la sauvegarde des bâtiments dont le patrimoine et dont font l'histoire de ce quartier-là. Parce que l'Alma, c'est un beau quartier à la base. Il a été complètement abandonné. On a mis des grilles partout, des grillages partout. Il y a des endroits où on a l'impression d'être en prison. Mais ça, on peut revenir dessus. Sur les démolitions de logements. Non, mais on peut revenir dessus, excusez-moi. Bien sûr, on peut revenir dessus. Mais d'ailleurs, vous l'avez prouvé. C'est-à-dire que vous-même, vous avez dit qu'au final, on peut transformer le projet. Alors qu'au début, il y a 2 ans, je me souviens. Je ne dis pas ça, monsieur. J'ai jamais dit ça, monsieur. Laissez-le répondre pour le débat. Monsieur Delbar disait que c'était bloqué. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, la municipalité, elle disait on ne peut pas bouger une ligne de ce projet, sinon ça s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes ouvert à la négociation. Donc vous-même, vous êtes en train de faire la démonstration. À aucun moment, je ne remets en cause les démolitions qui sont engagées. Pourtant, vous êtes en train de vous avez négocié, vous avez vu des collectifs pour leur dire que vous étiez ouvert à la négociation et à la préservation de certains bâtiments. Mais monsieur Garcin, allez-y sur ce. Non, mais en fait, aujourd'hui, vous voulez les conserver, ces bâtiments. Mais ça fait 10 ans que les études ont été faites. Les études de la démolition, elles ont été faites. Mais l'étude de la réhabilitation, elle n'a pas été faite. Donc il va falloir faire des études. Et puis ça va prendre. Mais ça va prendre. Mais non, elles ne sont pas faites. Et donc ça va prendre 4-5 ans, parce que tout ça prend du temps, des marchés, etc. Là, aujourd'hui, le marché de démolition, il est prêt. Et donc repartir en arrière, c'est laisser pendant 4-5 ans ces quartiers dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ce que je ne souhaite pas. Voilà. Non seulement c'est techniquement faux, mais c'est politiquement faux. Parce que politiquement, il y a quelque chose que vous avez oublié de faire depuis le début, c'est demander l'avis des habitants. Et l'avis des habitants,
Il y en a qui veulent partir du quartier, qui en ont marre. Et puis même qui veulent vivre ailleurs, ça arrive, hein, vous savez, dans la vie d'un habitant de l'Alma, des fois on a envie de partir. Mais enfin, il y a des habitants qui tiennent à ce quartier-là. Des gens qui se disent, moi, c'est un quartier qui a été conçu d'une manière, d'ailleurs dans les années 70, on avait déjà résisté à un projet de rénovation urbaine, ils avaient gagné. On leur avait dit la même chose dans les années 70. On voulait faire des barres d'immeubles. Vous voyez? Les gens ont résisté. On leur a dit, mais non, ça va être l'apocalypse. Un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ils ont gagné. L'Alma fut un beau quartier avec des cœurs d'îlots, des espaces verts, des endroits où les enfants pouvaient jouer en sécurité, avec des parkings où il n'y avait pas de voitures dans le quartier. C'est ça qu'on veut retrouver. Tellement bien que, en fait, ces nappes de parking n'ont jamais été utilisées parce qu'elles généraient de l'insécurité. Aujourd'hui, c'est 25% de ces bâtiments en fait qui n'ont jamais servi. Et donc, dès l'origine, les parkings ont été fermés. Mais c'est ça la réalité. Mais les parkings, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Ça se sécurise un parking. On n'est pas obligé de se dire parce que pendant 40 ans, ils ont essayé, Monsieur Guiraud. Donc, à un moment donné, il faut se plier à la réalité. Non, mais ça n'est pas vrai. C'est ce qui s'est passé à l'Alma et c'est la logique qui se passe dans beaucoup de quartiers à Roubaix. On nous dit par exemple, il y a un problème de sécurité, il y a du trafic, disons. C'est vrai, il y a du trafic. Mais enfin, à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, la manière dont on résout le problème, les services publics, et notamment la municipalité, c'est de mettre des grilles. Donc il y a un problème dans le square, on ferme le square à tout le monde. Punition collective. Il y a un problème dans le parking, on ferme le parking à tout le monde. Punition collective. Et c'est comme ça qu'on tue un quartier. Et c'est comme ça qu'on tue aussi la confiance que peuvent avoir les habitants d'un quartier envers leur municipalité. Alors maintenant, je suis sur le logement. Allons-y, j'allais justement vous demander de changer de... Il y a un point d'accord entre M. Garcin et moi. C'est que le logement est une priorité. Mais le logement n'a pas été votre priorité. 4000 logements construits. Il n'y a même pas d'adjoint au logement dans la municipalité. Aujourd'hui, il y a une conseillère déléguée, d'ailleurs qui est partie dans une autre organisation, dans une autre liste. Si vous voulez, c'est pas le fait de nommer quelqu'un adjoint ou pas qui change la donne. Ce qui change la donne, c'est d'être présent auprès des institutions et des bailleurs. Et c'est ce que nous avons fait. Mais bien sûr que si. Écoutez, là, moi je suis député. Je suis au courant des discussions entre les institutions. Vous pouvez le dire aux autres si vous voulez, mais moi je sais ce qui se passe. Parce que moi, je fais un point tous les 3 mois avec LMH. Je fais un point tous les 3 mois avec Vilogia. Je sais ce qui. Et nous, on en fait toutes les semaines, monsieur. Que les relations entre les bailleurs sociaux et la mairie sont exécrables. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de suivi dans les dossiers. Et donc, on se retrouve dans des situations où moi, j'ai dû intervenir en tant que député. C'est pas mon rôle. Et vous avez aucun pouvoir d'ailleurs là-dessus, je vous le dis. Cariem. Qui c'est qui fait que ça accélère la réhabilitation du quartier du Cariem ? C'est pas vous. C'est moi qui mobilise. Mais vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, monsieur Guiraud. Aujourd'hui, les habitants, j'y étais il y a 2 jours. Ouais. Les habitants, ils sont en train de subir la réhabilitation, parce que c'est bien qu'il y ait une réhabilitation. Mais enfin, vous avez parfois des techniciens qui arrivent, les gens ne sont pas prévenus, ils ont fait des travaux il y a 1 an, on va leur casser, je sais pas, la baignoire. Vous voyez, ça pose des problèmes pratiques. On ne peut pas subir une réhabilitation. Et là, au Cariem, c'est ce qui se passe. Les habitants subissent la réhabilitation. Non, mais pour vous, la mairie, ça serait quoi son rôle ? Et si vous étiez maire, qu'est-ce que vous proposeriez justement ? Intervenir, parfois faire tampon, parfois alerter. Résidence des 3 ponts. Comment ça se fait que pendant 4 ans aux 3 ponts, vers Léo-Lagrange, pendant 4 ans, les gens sont à l'eau tiède. Comment ça se fait ? Et alors, les gens, quand on va les voir, ils nous disent « Mais moi, j'ai contacté la mairie. » Mais la mairie, elle n'a pas bougé. Ça, c'est les 3 ponts. Mais je peux vous en citer des dizaines et des dizaines de quartiers qui sont touchés par ça, c'est-à-dire des foyers. C'est des quartiers, en fait, effectivement, dont les logements ne sont plus viables et qui sont prévus à la démolition effectivement, nécessitent, ou alors à la rénovation, et qui nécessitent cette rénovation urbaine que l'on porte et que vous voulez arrêter. Non, pas sur les hauts. Mais non, attendez, vous vous trompez de mais on va aussi changer de logement. Alors, concluez, monsieur Guiraud, vous répondrez, monsieur Garcin, et puis on changera de sujet. Dans beaucoup d'endroits qui ne sont pas promis à des... Alors, des réhabilitations, ça peut arriver, mais dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui payent des charges. Faut pas oublier ça. Les charges, c'est contre un service rendu. Donc quand on paye une charge d'eau chaude, faut qu'il y ait de l'eau chaude. Quand on paye une charge cadre de vie pour l'entretien, pour qu'il y ait des poubelles à proximité, etc., pour pas que ça soit mal propre aux alentours du bâtiment ou de la tour Mermoz, etc., je pense à ces endroits-là, mais les gens payent des charges. Soit le bailleur fait pas le travail, soit la mairie interpelle pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens, les Roubaisiens, ils font une demande auprès de la mairie et il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Et ça, ce qu'une mairie peut faire, avec un service logement qu'il faut évidemment remobiliser, et avec une direction politique qu'il faut remobiliser, évidemment, il faut le faire. Et il faut le faire aussi à la métropole. C'est-à-dire qu'il y ait des constructions à Roubaix, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, on est une ville d'accueil, on a du logement social, il faut le garder. Mais il faut que les autres villes, elles prennent leur part. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un Roubaisien et que vous voulez partir,
Mais en fait, les autres villes, elles vous bloquent votre dossier quand il y a marqué Roubaix. On entend M. Guiraud, hein, sur la question du logement. On voit bien maintenant quels sont les axes que vous proposez en tout cas de transformer dans la gestion. Monsieur Garcin, je vous propose, avant de passer au prochain sujet sur la question de l'éducation, peut-être de répondre quand même à ce qui a été dit, notamment sur la partie vous êtes en charge de la ville, la gestion, c'est ce que vous faites. Donc peut-être dire dans quelle mesure vous avez fait ou pas fait. Voilà, répondre sur cette partie-là, dire ce que vous avez ajouté, puis ensuite on clôt le sujet. Donc on passera à l'éducation. C'est vous qui commencerez peut-être après la question. C'est Guiraud. Le suivi des bailleurs, il a été fait. Alors, on peut toujours faire mieux, mais aujourd'hui, moi, quand un locataire me contacte par rapport à des problèmes dans son logement, écoutez, dans la semaine, le bailleur est contacté et en général, le sujet est réglé d'ailleurs. Je voudrais juste revenir sur le sujet du mur. Le mur, pourquoi il a été posé autour des bâtiments qui devaient être démolis par LMH? J'aurais pas parlé, mais... Mais non, mais j'en parle parce que vous avez dit que ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des troubles. À l'Alma. Oui, à l'Alma. Pourquoi? Parce que des troubles avaient été notamment menés par un de vos colistiers, M. Guiraud. Une plainte a même été posée. Et donc, des engins de chantier ont été brûlés. Et donc, c'est pour protéger les habitants, pour protéger... Mais non, mais je vous le dis. Et pour protéger les ouvriers, nous avons été obligés de poser ce mur. Voilà, c'est ça l'histoire. Ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce qu'un de vos colistiers était engagé là-dedans. Mais dites-nous, où en est la plainte, M. Garcin? Est-ce qu'il a été jugé? Au procureur. Alors, je veux bien lui demander, parce que M. Florian Vertrieste est l'habitant modèle à l'Alma. C'est-à-dire qu'il a fait une mobilisation pacifique. Il a fait des manifestations pacifiques. Il a fait des pétitions, il a utilisé tous les moyens institutionnels, il a fait venir, rendez-vous compte, Florian Vertrieste, qui est sur ma liste, et je suis fier qu'il soit sur ma liste, il a fait venir parmi les plus grands architectes de France et d'Europe. Des architectes qui viennent au quartier de l'Allemagne et qui disent, mais attendez, architecturalement, c'est une beauté ce truc, pourquoi on le casse? Donc moi je suis désolé, mais au contraire, Florian Vertrieste, il a fait briller le quartier de l'Allemagne, il n'a pas cherché à le démolir. Il a même perturbé un conseil municipal nécessitant l'intervention des forces. Alors on entend, moi je vous propose parce que le temps passe et que j'aimerais quand même qu'on ait le temps de proposer à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, eh bien voilà, un tour... peut-être pas complet, mais en tout cas relativement riche de des sujets. Si on a 4 sujets, ça va être un peu court. Mais... C'est ça. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on arrive sur la question de l'éducation. On sait que les communes jouent quand même un rôle important dans le fonctionnement des écoles, dans l'accompagnement des enfants. Je vous propose, Monsieur Guiraud, pour changer par rapport à la première question, bien de commencer sur la question de l'éducation et puis de nous dire voilà, quel est votre constat, vos propositions, en quoi vous vous différenciez des autres listes et de celle en l'occurrence de Monsieur Garcin. Écoutez, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, on va dire par tranche d'âge, c'est-à-dire avec méthode. C'est à quoi on se prépare, nous, en tout cas, avec la liste Fier de Roubaix que je porte. Donc déjà, il faut commencer par le commencement, les crèches. Aujourd'hui, le taux d'accueil en crèche, il est faible à Roubaix. On a des difficultés, en plus, avec des familles monoparentales qui ont besoin de crèches, parce qu'elles ne peuvent pas forcément... une femme seule qui a un boulot à côté, etc., elle a besoin d'une crèche si elle veut pouvoir aller travailler. Donc, on a besoin d'augmenter le nombre de classes en crèche. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que notamment, on a des maisons d'accueil maternel, etc., qui ne sont pas soutenues. Il y a la MAM aux abeilles, par exemple, qui est une petite structure, qui a des soucis en ce moment avec les institutions. Pareil, elle relance la mairie parce qu'elles ont besoin d'aide, en fait, parfois, ces petites institutions. C'est des institutions avec des accueils d'enfants, etc. Il y a la mairie, elle ne répond pas. Et ça, c'est un problème. Donc, non seulement, il faut être à leur écoute, porter les dossiers, voir quand ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne, il faut agir aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais surtout, renforcer l'accueil en crèche. Ensuite, notre première responsabilité, ça reste primaire, maternelle, parce que c'est là qu'on a des enjeux. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du primaire et du maternel? Déjà, évidemment, faire la rénovation des écoles, mettre plus de verdure dans beaucoup d'écoles. Vous savez, à Roubaix, on est très bitumé. Et ça, je pense que M. Garcin, qui a une conscience écologique, même si elle est de droite, il ne sera pas en désaccord avec moi. Mais il faut avancer vers la végétalisation des cours d'école. Nous, c'est ce qu'on propose, des cours oasis, etc., pour que à la fois les enfants aient des cadres plus plaisants à l'école et aussi, vu le changement climatique et comme ça tape en été, des coins à l'ombre où ça ne soit pas, vous voyez, la fournaise quand vous êtes à l'école. Et surtout, le mieux à faire dans l'immédiat, c'est de mettre à disposition des équipes enseignantes un soutien administratif. Parce que ce que nous disent à peu près tous les responsables d'école à Roubaix, que ce soit les directeurs, les directrices, comme les profs, c'est qu'ils ne peuvent pas à la fois faire la relation parent-prof, à la fois faire la relation prof-élève, et en même temps gérer toute la paperasse, etc. Donc il faut qu'on ait des agents administratifs qui aident et qui déchargent, en fait, qui prennent un peu sur eux tout ce travail administratif, vous voyez,
d'accueil, de tenue de la grille, même toutes les choses les plus basiques, hein, mais qui vous permettent de ne pas interrompre un rendez-vous parent-prof, par exemple, quand quelqu'un sonne à la grille, tout simplement. Ce qui serait donc une proposition Tout à fait. Ok. Donc ça, c'est du soutien administratif parce que c'est ce que demandent les professionnels ici à Roubaix. Et ensuite, pour les élèves en général, on a besoin à la fois d'une grande maison des devoirs, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits de famille où à Roubaix c'est difficile de pouvoir étudier chez soi, donc on a besoin de ces petites bulles de tranquillité, donc d'avoir une grande maison des devoirs, d'augmenter les horaires de la médiathèque, et aussi d'avoir dans chaque quartier des endroits où les enfants, les étudiants puissent étudier dans des conditions sereines, et c'est à cet endroit-là qu'on y mettra aussi le soutien scolaire. Moi, je vous etc. propose de revenir dans un deuxième temps sur cette question-là, puisque là, dans le premier temps, on a plutôt parlé du fonctionnement, de la structure. Donc, sur la structure, Monsieur Garcin, vous, qu'est-ce que vous répondez sur la question des crèches, sur la question des écoles, des besoins? Alors moi, je suis moi-même parent et mes enfants sont scolarisés à Roubaix et je sais ce que ça représente pour les familles de Roubaix. Alors, on a mis en place beaucoup de dispositifs pour accompagner les familles. La gratuité des fournitures scolaires, la stabilité du prix des cantines, le chèque activité de 50 €, le chèque été pour soutenir le pouvoir d'achat des familles et de leurs enfants. Et puis on accompagne aujourd'hui les enfants de la petite enfance jusqu'à la fin du lycée, avec notamment quelque chose de remarquable qui a été fait sur ce mandat, qui est le doublement de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Pour ce qui relève des crèches, le diagnostic de M. Guiraud est totalement faux, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de liste d'attente sur les crèches, puisqu'on a une démographie en baisse. Il y a même des assistantes maternelles qui sont en difficulté, parce qu'effectivement, elles ont de moins en moins d'enfants, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus, en fait. Le sujet, c'est l'accompagnement des enfants pour qu'ils puissent être depuis le primaire, depuis la maternelle jusqu'au lycée, dans un contexte le plus favorable possible, qu'ils puissent être accompagnés si jamais ils décrochent. Et là-dessus, on a mis en place plein de dispositifs. L'innovation de la forme scolaire, on fait partie des 7 villes en France qui ont bénéficié de ce dispositif de 6,5 millions d'euros. C'est aussi la cité éducative. Et à chaque fois, dans ces dispositifs-là, non seulement on essaye de proposer la meilleure pédagogie, une pédagogie innovante, mais aussi on essaye de mettre en place, on met en place des accompagnants, éducateurs, psychologues, qui permettent, quand un enfant décroche, de pouvoir tout de suite l'accompagner et le ramener dans le droit chemin. Donc aujourd'hui, d'ailleurs c'est un directeur du collège Jean Lebas qui m'avait dit votre cité éducative à Roubaix, contrairement à d'autres en France, elle a une note de 9 sur 10. Voilà. Il résonne en notes. Et je pense que c'est le reflet vraiment d'un effort qui a été fait aujourd'hui sur l'accompagnement des enfants. La cité éducative qui est un dispositif auquel participe la ville, c'est ça? Qui est un dispositif de l'État, oui, effectivement, auquel participe. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la ville. En fait, l'État, non, mais c'est l'État et la ville. Vous attribuez des mérites. Alors, effectivement, la ville est dedans. Hein, c'est parce qu'on a fait la demande, M. Guiraud. C'est parce qu'on a fait la demande et qu'on a fait des dossiers qu'on s'est battu pour Roubaix. C'est beaucoup les inspecteurs et l'éducation nationale qui ont poussé pour cette cité éducative. C'est pas tellement la ville. Alors, on veut aller plus loin. On veut aller plus loin. Alors, la végétalisation, on l'a déjà faite dans les cours d'école, dans beaucoup de cours d'école, et on va continuer. Mais on veut aussi pérenniser, donc on va pérenniser ces dispositifs. On veut mettre en place 2 écoles bilingues à Roubaix, une pour le néerlandais et une pour l'anglais. Et j'ai des retours très positifs de cette proposition auprès des parents. On va étendre le chèque activité pour les collégiens. Et puis, on a parlé d'une maison des devoirs. Alors, ça existe déjà un peu avec les centres sociaux. Ce qu'on va faire, c'est une maison des lycéens et des étudiants. Un endroit pour étudier, parce qu'effectivement, on a ouvert la médiathèque le dimanche et on voit que ça fonctionne très bien. Il y a des étudiants qui viennent réviser là, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour réviser. Et donc, la maison des lycéens et des étudiants, c'est un endroit dans lequel non seulement ils vont pouvoir réviser tranquillement, mais aussi se rencontrer, croiser les expériences. Et ça, c'est vraiment important à Roubaix parce qu'on voit que les lycéens et les étudiants manquent parfois de perspectives. Et pouvoir rencontrer d'autres étudiants, ça peut permettre d'ouvrir des perspectives. Et puis les étudiants eux-mêmes, pouvoir se rencontrer, ça peut permettre de faire en sorte qu'ils soient plus forts en réseau, en groupe, en meute, dans leurs études supérieures, à Paris, à Lille ou ailleurs. Monsieur Guiraud, sur justement l'accompagnement des élèves collégiens, lycéens, roubaisiens, qu'est-ce que vous proposez? Il y a un truc qui m'a un peu fait tiquer dans les propositions de M. Garcin, c'est qu'effectivement, j'ai vu cette proposition d'apprendre le néerlandais et l'anglais. C'est pas une mauvaise proposition. C'est plutôt bien, parce que c'est vrai que le néerlandais, ça peut être utile, c'est nos voisins, il y a du boulot là-bas. Je comprends pas pourquoi vous vous refusez à dire que quand même, ça serait bien qu'on ait des classes qui soient aussi allophones, où on apprend l'arabe, où on apprend aussi des langues d'Afrique. Pourquoi est-ce que ça serait un gros mot d'assumer ça? Est-ce que c'est un projet que vous avez oui, mais évidemment. Mais évidemment, on a à Roubaix, justement, moi, le néerlandais, il faut le faire. Hein, moi, je suis plutôt pour, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par assumer
que notre ville, il y a aussi des enfants qui ont besoin d'apprendre à parler l'arabe et que c'est une richesse et que ça nous rendrait influents de manière, vous voyez, on construirait un réseau, y compris à Roubaix, de gens qui sont capables après d'aller chercher des opportunités aussi en Afrique. C'est pas un gros mot l'Afrique, hein. Moi je trouve que c'est dommage, voilà. Mais bon, c'est une petite. Il faut commencer par parenthèse. l'anglais et le néerlandais, monsieur Guiraud, Mais- c'est déjà bien. Mais Et l'éducation l'anglais, nationale nous d'accord, suivra. mais, ben oui, mais il faut qu'on soit pionnier là-dessus. Parce que je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut qu'on soit pionnier là-dessus. Mais enfin bon, je passe là-dessus. Il y a quelque chose qui est important pour nous à Roubaix, notamment au niveau des enseignements collège, lycée, c'est de raisonner en termes de pôle d'excellence. Pourquoi ? Parce que on estime qu'il faut à Roubaix essayer d'innover, alors en lien avec l'éducation nationale. La cité éducative, effectivement, peut être un bon outil par ça. C'est un outil qui a été promu essentiellement par l'État, mais qu'on peut utiliser, que la mairie utilise déjà en partie. Et c'est vrai que c'est pas trop mal, ça se passe pas trop mal, la cité éducative, même si, Merci. encore une fois, le dispositif d'État, il est en train de commencer à être raboté. Hein. J'étais rapporteur sur la politique de la ville. Ça y est, les ambitions sont limitées maintenant, et il n'y en aura pas de nouvelles en France notamment. Donc, je crains un peu sur le futur. Mais utilisons-le tant que l'État, au moins, est là. Mais des pôles d'excellence, où par exemple, moi, je trouve ça dommage que quelque part, Van der Merch, ça soit pas un pôle d'excellence sportif. Il y a des classes de sport. Non, ça n'est pas. Non, on n'est pas allé au bout de la logique. Et je pense que chaque établissement comme ça peut avoir des petits pôles d'excellence qui nous permettent de nous spécialiser un petit peu. Sport, culture, divers arts, qu'ils soient urbains, classiques. Je pense que ça serait un beau signal d'ouverture aussi parce que les jeunes en ont besoin. Voilà. Et c'est bien de rattacher à l'éducation nationale qui a des crédits, REP+. Ils ont des crédits qui sont parfois pas utilisés, pas consommés. Et c'est en faisant, en étant dans l'impulsion au niveau municipal qu'on arrivera aussi à motiver les équipes pédagogiques, etc., qui sont souveraines. Mais si la mairie est derrière, bah, ça donne envie de faire des beaux projets. Alors, vous parlez de pôle d'excellence sportif et M. Garcin vous répondant en disant que ça l'est pour le pôle à Van der Merch. Justement, quel est un peu c'est quoi votre vision pour qu'on comprenne un peu les différences qu'il y a entre vous, puisque d'un côté vous dites vous, M. Garcin, mais on a des pôles d'expérience sportive. Là, vous dites on n'en a pas et on devrait en développer. Votre position, M. Garcin, sur la question de l'expérience sportive, pourquoi vous dites que Van der Merch en est un alors que aujourd'hui, il y a des classes, par exemple, de vélo, d'accompagnement à Van der Merch. Donc c'est un lycée qui aujourd'hui accompagne l'excellence sportive. Ça pourrait aller plus loin, effectivement. Ce qu'on veut faire et qui va permettre d'aller encore plus loin, je pense, c'est cette fondation de Roubaix pour la jeunesse. En s'appuyant sur les entreprises, sur le principe de la Fondation de Lille ou de la Fondation de France, on veut créer une fondation de Roubaix qui va permettre de financer des bourses d'études pour les jeunes Roubaisiens dans leur parcours de réussite. Bourses d'études pour qu'aucun Roubaisien ne puisse renoncer à des études supérieures s'il n'en a pas les moyens. Bourses d'études pour que des bourses de sportifs, pour que des jeunes sportifs qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'aller chercher les Jeux Olympiques, puissent être financés pour aller le faire. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on veut mettre en œuvre et j'ai déjà rencontré les acteurs économiques qui sont tout à fait favorables. On va peut-être passer au sujet suivant, la thématique numéro 3, le cadre de vie. Alors le cadre de vie, c'est notamment la propreté, les espaces publics, les transports, les équipements municipaux. Quelles sont les mesures que vous proposez pour améliorer la qualité de vie, l'environnement quotidien des habitants? On commence cette fois-ci par vous, Monsieur Garcin. Ouais. Eh bien, améliorer le cadre de vie des Roubaisiens, c'est leur permettre d'envisager, d'y construire leur vie et d'offrir à leurs enfants le meilleur. Alors moi, j'ai 3 priorités. Une ville plus verte, une ville plus propre, et puis une ville de grands aménagements, bien équipée. Pour la ville plus verte, nous allons végétaliser la ville pour améliorer le cadre de vie. Alors nous avons déjà fait énormément, je pense à l'avenue Gustave Delory, je pense aux agrandissements autour du canal. Nous allons continuer d'agrandir des parcs existants. Ce sont 8 hectares de verdure, l'équivalent de 12 terrains de football qu'on prévoit de végétaliser à travers la ville. Le parc Bron-de-Loire, le parc du canal de Roubaix en lien avec le Pile, et puis le parc Barbieux. C'est quasiment l'équivalent du parc des sports, mais qui bien sûr, lui, restera évidemment gratuit et libre d'accès pour tous les Roubaisiens. C'est un investissement important pour rendre les parcs plus grands, mais aussi les rues plus agréables, et on va continuer de végétaliser nos rues. Le cadre de vie, c'est aussi la propreté urbaine. Alors là-dessus, je vais prendre un exemple d'hier soir. Il y avait un dépôt sauvage monstrueux au quartier du Pile, qui a été remonté par nos équipes. Il a été ramassé. Le pollueur a été identifié grâce à la vidéosurveillance. Et donc, s'agissant d'un flagrant délit, le dépôt sauvage sera poursuivi au pénal avec une amende de 1 500 €. Sur ce sujet, ce sont 1000 PV par an pour les pollueurs aujourd'hui, et je n'aurai aucun problème à être intransigeant. Je pense que nous devons avoir la main encore plus lourde qu'aujourd'hui, et l'extension de la vidéosurveillance que l'on porte, elle le permettra. Enfin, le cadre de vie, ce sont de nouveaux équipements. Une nouvelle salle de sport dans l'Elma,
une nouvelle salle de sport aux Trois Ponts, dédiée à la gymnastique et au parcours, une salle de sport rénovée à l'Alma, rue de France, une salle de sport rénovée avec la salle Gernigon à l'Épeule, un pôle jeunesse et enfance aux Trois Ponts, des nouveaux terrains de foot à Bron-de-Loire, une nouvelle école dans le quartier de l'Entrepont. Donc en fait, c'est de très nombreux équipements qui arrivent dans le prochain mandat. Tout est prêt, tout est dans les tuyaux. Et puis s'ajoute à cela le tramway, 8 km à travers la ville, vraiment un projet majeur. Et c'est le premier nouveau projet de transport sur la métropole depuis l'extension du métro en 2000. C'est historique. Ça montre la place que Roubaix prend dans la métropole aujourd'hui. Et c'est vraiment le résultat de notre travail. Monsieur Guiraud, sur le cadre de vie. Des fois, quand je regarde le cadre de vie, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils font? Avenue Dolory. Avenue Dolory, vous passez par maintenant la phase, l'espace qui a déjà été mis en travaux. Avant, les voitures étaient garées au niveau des arbres. C'était une très belle avenue, l'avenue Dolory. Maintenant, c'est un parking. On voit que des voitures. Donc, il y a eu des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros qui sont mis dans une rénovation, qui conduisent. Au bout, on a l'impression de débarquer sur un parking. Essayez l'opération, vous allez voir. Vous descendez par le sud, là, vous remontez, vous allez voir, on a l'impression d'être sur un parking. C'est que vous prenez trop souvent votre voiture, monsieur Guillaume. Et en haut, bah si, je le prends, mais j'invite tout le monde à le faire, comme ça, chacun se fera son avis. Et puis après, il va y avoir des problèmes de stationnement avec les écoles, etc. Donc ça, c'est une chose. Swiss Life, par exemple, sur les projets d'aménagement qui sont faits. En plus, moi, je me dis, mais c'est bizarre, normalement, c'est plutôt des gens qui votent pour vous. Et vous ne les écoutez pas. On s'apprête, la municipalité s'apprête. Et c'est pas la municipalité, c'est un projet privé, monsieur Guillaume. Ah, vous avez discuté avec eux pendant un an et demi, hein. On le sait maintenant. Donc vous avez discuté avec eux sur un projet de reprise parce que ça reste un projet privé. Oui, désolé, la municipalité a des choses à dire. Ou alors si vous pouvez rien faire sur les projets comme ça. J'ai pas dit qu'on pouvait rien faire. Je dis juste c'est un projet privé, monsieur. 450 logements. Je crois que la mairie elle a des choses à dire. 450 logements, un espace hyper dense. À côté de l'hôpital de Roubaix, vous voyez à peu près où c'est. Des très belles maisons, un très bel espace. C'est vraiment du patrimoine c'est les quartiers sud, hein, dans ces environs-là, mais c'est des très beaux lieux. Là, on va densifier à mort. Zéro concertation. On densifie, on met des bâtiments. 1500 familles, enfin 1500 personnes attendues en plus, selon le collectif à Swiss Life, c'est-à-dire après tous les problèmes de stationnement, etc., qui vont s'engendrer. Un directeur de l'hôpital qui n'est même pas au courant de ce qui va se passer. Alors quand même, il y a des urgences, il y a le SAMU qui passe par là. Enfin, vous voyez, là, quand je vois ça, si, ça passe par là, le SMUR, hein, je peux vous dire. Donc on a des soucis comme ça en termes d'aménagement. Bon. Et surtout sur la propreté, là on n'y est plus quoi. Je veux dire, pour vous, le cadre de vie, rien ne va actuellement et il faut tout changer. Non mais c'est pas rien ne va, c'est-à-dire on a des espaces à Roubaix qui sont magnifiques, mais on a aussi des endroits où ça va pas du tout. Les rues commerçantes, vous voyez les déchets à même le sol. Je veux dire, c'est pas normal qu'on en soit là. Alors bien sûr, il y a des invisibilités des fois, mais il faut reconnaître aussi les problèmes à la racine. C'est pour ça qu'on fait la rénovation urbaine à l'Épeule et à l'Alma. On refait la rue de l'Épeule et la rue de l'Alma. Vous pouvez faire à Grand Rue si vous voulez, mais vous faire une rénovation urbaine à Grand Rue. Mais par exemple, à Grand Rue, c'est criant. C'est-à-dire, c'est censé être la rue commerçante, il y a des déchets. Et les commerçants, des fois, il y a des incivilités, ça arrive. Mais enfin, globalement, ils n'ont pas l'argent pour avoir des poubelles en assez grande quantité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais des fois, il faut revenir à des choses simples. On prend la propreté urbaine, on passe un camion, tous les jours à la même heure, on enlève les poubelles à telle heure, on dit aux commerçants, vous sortez à telle heure, on prend, on embarque, c'est propre, et on a envie de circuler. Et rue de la Noix, pareil, et rue Jules Guesde, pareil. C'est comme ça qu'il faut procéder, c'est des choses simples. Mais pour ça, il faut un service de propreté urbaine qui soit renforcé. Parce que le mandat d'Elbar, en termes de propreté urbaine, c'est la privatisation de la moitié du budget propreté. C'est-à-dire que vous avez plus de 2 millions d'euros aujourd'hui par an qui sont consacrés alors à des associations d'insertion. Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, tout sabrer. Il y a des assos qui font Il y a beaucoup d'insertion avec la propreté. Mais moi, je vais vous prendre... C'est un rôle qu'on a vraiment souhaité conserver. Oui, mais alors justement, on pourrait conserver avec la mairie. Moi, je vais vous prendre une anecdote. Alors, monsieur Guiraud, on me signale quand même qu'on a un petit décalage de quelques minutes où monsieur Garcin doit pouvoir aussi s'exprimer. Je vous propose peut-être qu'il réagisse. Alors, on met en régie progressivement la propreté urbaine et je m'arrête là. Comment? On reprend en régie progressivement, pas tout le budget, en concertation avec notamment les structures d'insertion sociale, pour reprendre la main là-dessus, pour pouvoir faire passer des camions plateaux, des décrassages, pour mieux organiser le contrôle des rues. Et moi, j'aimerais bien peut-être poser la question à monsieur Garcin. Comment vous dites, comment vous percevez le fait que on puisse avoir cette perception-là? C'est-à-dire que vous avez quand même vous défendez un bilan, vous défendez des marges, de progression certes, mais quand même, vous êtes plutôt fier de ce que vous avez déjà fait. Comment vous recevez et percevez une vision aussi dégradée que décrit monsieur Guiraud? Alors, sur la propreté, moi je reste convaincu qu'il reste encore beaucoup à faire. On a
baissé le nombre de dépôts sauvages. On a baissé de 30% le nombre de dépôts sauvages. Donc c'est pas rien. Dans un contexte où nationalement, il faut le dire quand même, au niveau national, les dépôts sauvages ont explosé. Donc finalement, dans un contexte national très défavorable, à Roubaix, ça va mieux. On a lutté avec de la vidéosurveillance, on a mis des amendes, 1000 PV par an, donc c'est beaucoup. On a augmenté le nombre d'agents assermentés pour pouvoir le faire. Je pense qu'il faut avoir la main plus lourde, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le ramassage des déchets pour les commerçants, soyons clairs, c'est illégal. Les commerçants sont censés prendre leur propre contrat, et ce serait dommage de faire porter aux Roubaisiens le prix d'un ramassage qui doit être porté normalement par les commerçants. Mais nous allons travailler, c'est notre projet, à faire en sorte qu'on puisse proposer un contrat à tous les commerçants de façon à mutualiser effectivement la collecte des déchets des commerçants, mais ça ne doit pas être gratuit. Voilà. Donc c'est illégal, mais on le fait quand même, quoi. C'est illégal aujourd'hui de ramasser les déchets des commerçants gratuitement. L'idée est bonne. On prend un camion plateau, on ramasse. Dans le cadre on trouvera le dispositif juridique, mais on prend un camion plateau, on ramasse. Oui, et dans ce cas-là, c'est sans fin, Monsieur Guiraud. C'est sans fin. Chacun doit prendre ses responsabilités aussi à un moment donné. Voilà, donc c'est sans fin. Si vous ramassez, vous ferez porter aux Roubaisiens et à leurs impôts le prix d'un ramassage que les gens doivent assurer par eux-mêmes. Mais c'est un choix, vous pouvez le faire. Moi, je le ferai, oui. Mais alors là... en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse, sur la propreté, remettre chacun devant ses responsabilités. J'irai jusqu'à attaquer des propriétaires dont les locataires font des dépôts sauvages, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Ils empochent les loyers, mais par contre, ils n'assument pas les dégradations que génèrent leurs locataires, par exemple. Et donc, là-dessus, je souhaite être beaucoup plus strict. Et je pense que poser un cadre à Roubaix, en général, c'est une bonne chose. Les Roubaisiens n'attendent que ça. Alors pour continuer et peut-être changer de sujet, puisqu'il nous en reste 2 à voir encore dans ce débat, la question du développement économique. Sur le développement économique, alors je vous propose, Monsieur Guiraud, cette fois-ci, de démarrer en nous disant le constat éventuel que vous faites et surtout les propositions. À quoi est-ce que doivent s'attendre, ou peuvent s'attendre en tout cas, ceux qui voteraient pour vous ce dimanche au premier tour et au deuxième, le cas échéant? Écoutez, c'est simple, il y a 38 000 emplois pourvus à Roubaix, c'est-à-dire on est dans une ville où il y a de l'activité. On est une ville qui vit, où il y a de l'activité. Le problème, c'est qu'il n'y a que 28 000 actifs, donc on a 10 000 chômeurs à Roubaix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, mais ce n'est pas les Roubaisiens qui travaillent dans les entreprises ou dans les boîtes qui sont à Roubaix. Donc c'est sur ça qu'il faut agir, sur ce paradoxe-là. On ne peut pas être juste l'endroit qui accueille les zones franches, les grosses boîtes profitent ou les boîtes profitent et puis elles n'emploient pas de Roubaisiens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce souci-là? Il faut que nous, on soit à l'initiative, qu'on réunisse le monde de l'entreprise. Il faut qu'on les réunisse, il faut qu'on ait un conseil économique et social, en fait une sorte de CESE, vous voyez, un peu à l'échelle locale. On réunit les patrons. On leur dit, écoutez, nous, on veut avancer dans telle direction, par exemple, en termes de formation. Donc on est prêt à mettre un billet sur tel élément de formation parce qu'on pense que c'est le futur. On avance. Est-ce que vous suivez ou pas? Oui, non. On regarde si on le fait ou pas. Vous avez besoin de quoi en termes de formation? Parce que là, on peut agir, nous. On a des outils locaux. On a la MIE, on a les centres sociaux, on a plein de dispositifs qui peuvent aider, notamment les jeunes ou les personnes âgées. Je ne veux pas qu'on les oublie parce qu'il y a des personnes âgées aujourd'hui qui sont proches de la retraite, mais qui ne trouvent plus de boulot. Plus de boulot. C'est vraiment une problématique à Roubaix qui est extrêmement difficile. Donc ces outils d'insertion professionnelle, il faut que nous, en tant que municipalité, on dirige, on pilote, vous voyez, on prévoit. On planifie, c'était un gros mot il y a quelques temps, maintenant j'ai vu que tout le monde utilise la planification. Mais on planifie les formations et on fait en sorte que typiquement un jeune qui va pousser les portes de la MIE, il soit encadré avec du travail social, avec des gens qui suivent son dossier au jour le jour. C'est ça notre responsabilité. Et aujourd'hui ça n'est pas fait, parce que je le dis, il y a eu une fusion entre mission locale et MIE qui s'est mal passée, très mal passée. Donc on a des agents, pas tous, il y en a qui sont contents, mais enfin on a beaucoup d'agents qui sont en très grande souffrance sociale. Et ça, c'est parce qu'on a eu un pilotage de la municipalité sur cette fusion-là qui a été extrêmement brutale, où les gens ne comprennent pas où ils veulent en venir. Donc quand vous avez un agent démoralisé, il n'est pas à même, lui-même va mal, il a du mal à prendre soin du parcours des jeunes. Il faut qu'on rompe avec ça. Et surtout, il faut qu'on se mette au clair sur une chose. Il y a l'insertion sociale, c'est une chose. Il y a le retour à l'emploi ou le premier emploi, c'en est une autre. Il faut qu'on distingue ces deux choses-là. Ce n'est pas le même métier. C'est pas le même métier de dire on lève tous les freins qu'un jeune ou qu'une personne âgée ou qu'une mère isolée, une mère seule a à l'emploi que le retour à l'emploi concrètement, c'est-à-dire une fois que tous ces freins ont été levés, quelle entreprise on voit, etc. Il faut qu'on distingue ça parce que la logique nationale,
dans laquelle a plongé la municipalité, elle confond ces deux choses. Mais vous ne retournerez pas à l'emploi si vous devez vous occuper d'un gamin tous les jours, par exemple. C'est pas possible. Toujours pour rééquilibrer les temps de parole, là, je propose que M. Garcin puisse alors répondre et puis aussi expliquer quelle est sa vision, son projet, le projet de sa liste pour le développement économique, les problématiques qui vous paraissent des problématiques à traiter urgentes. Et puis, si vous souhaiterez mettre un dernier mot, M. Guiraud, sur cette thématique, on conclura avec ça. Le développement économique, c'est effectivement créer de l'emploi avec les ressources de Roubaix, pour les Roubaisiens. C'est le pouvoir d'achat des Roubaisiens qui est en jeu. Entre 2016 et 2022, ce sont les chiffres de l'INSEE, on a 700 Roubaisiens de plus qui travaillent à Roubaix. On a augmenté le nombre de Roubaisiens qui travaillent à Roubaix. Donc la tendance est plutôt positive. Et effectivement, s'il y avait à l'origine finalement peu de Roubaisiens qui travaillaient par rapport à un bassin d'emploi dans lequel il y avait beaucoup d'emplois, là aujourd'hui on est en train de rééquilibrer les choses. Notre bilan, c'est également de s'attacher à accompagner les chômeurs de longue durée. Aujourd'hui, on a mis en place le territoire zéro chômeur de longue durée. Ce sont 50 chômeurs de longue durée qui sont accompagnés avec un CDI pour revenir à l'emploi. Ça permet aussi ainsi à des mamans de travailler si elles le souhaitent. L'emploi, c'est aussi aider les jeunes. Aider les jeunes, notamment en faisant le lien avec les entreprises. Et ça, c'est ce qu'on fait avec la Fondation de Roubaix. C'est accompagner les seniors, on en a parlé tout à l'heure, on a mis en place le dispositif PEPS pour accompagner les seniors vers l'emploi avant la retraite. Et puis, c'est finalement une stratégie économique qu'on a mise en place aujourd'hui avec des grands pôles économiques. C'est simple, sur les 6 grands pôles stratégiques aujourd'hui économiques de la ville, il y en a 4 qui sont récents, qui ont été mis en place sur ces 2 mandats. Les 4 grands pôles, ce sont quoi? Ce sont le textile. Ça, c'est l'histoire de la ville. Et aujourd'hui, on a un développement. On a eu un développement avec les ateliers résilience pendant le Covid, avec les 3 tricoteurs qui ont créé une usine à tricoter. Donc, on a un développement du textile à Roubaix qui est réel. C'est les industries créatives. Avec Euracreative, la pleine image, ce sont sur ce mandat 2 nouvelles écoles qui ont été créées, Artefix et Pictura, à la pleine image, et qui permettent de former davantage de jeunes au métier des industries créatives. C'est sur Blanche-Maille, avec Euratechnologie, la création d'un pôle dédié au e-commerce en s'appuyant sur le savoir-faire de la Redoute et de tout ce qui participe sur notre territoire à ce e-commerce, puisque c'est vraiment une terre historique finalement de précurseurs sur le e-commerce. Et là encore, on a toute une pépinière d'entreprises aujourd'hui qui rayonne sur Roubaix. Et puis, on a développé, c'est un projet qui me tient à cœur, l'économie circulaire avec Tissel. On a créé un Tissel 1 Nouveau Monde, un Tissel 2 Cariem. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un vrai moteur et ça fait beaucoup de sens par rapport à notre bassin d'emploi. On prévoit de faire 3 nouveaux Tissel sur le prochain mandat. Je pense même qu'on pourrait en faire plus sur les plastiques, sur la mécanique automobile ou encore sur le textile. Et puis, c'est également le pôle dédié au vélo avec demain tout le pôle autour du parc des sports. On a par exemple l'entreprise Van Riesel qui voudrait s'implanter à Roubaix parce que nous sommes une terre de vélo. Et enfin, dernier pôle qui est là encore assez stratégique, c'est l'artisanat, notamment les petites entreprises du BTP. Et nous avons créé sur le quartier de la Lénière des locaux qui permettent d'accueillir facilement des entreprises d'artisanat. C'est d'ailleurs la principale, la première des sources de générateurs d'emplois aujourd'hui à Roubaix dans les nouveaux emplois. Voilà notre programme. Donc, moi, je note aussi le programme, le bilan de M. Guiraud. J'ai rencontré la semaine dernière les entreprises du territoire. Votre potentielle candidature, votre candidature d'extrême gauche les inquiète énormément. Et aujourd'hui, elles reportent leurs investissements après les élections parce qu'elles ne pensent pas rester si jamais vous deviez être élu. Lesquelles? Ensuite, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas toutes les citer. Bah non, mais citez-les, suffisant juste une. Juste une, eh bien, par exemple, Clairtons. J'irai les voir en premier. Ensuite, elles se souviennent que vous n'avez pas appelé au calme pour des émeutes et qu'une entreprise de Roubaix a brûlé à cette occasion. 500 emplois qui ont disparu à Roubaix. L'entreprise Tessie, c'était des emplois de l'ALMA. Et ça, c'est votre bilan, M. Guiraud, en termes de non, c'est pas mon bilan. Je vais répondre à... Non, mais c'est bien que vous en parliez parce que sur cette histoire d'appel au calme, là, je veux juste rappeler 2-3 choses qui me paraissent fondamentales. Déjà, j'ai toujours dit, mais y compris dans l'interview, j'ai toujours dit on n'est pas pour brûler des choses, etc. Mais vous avez une manière, et vous ne vous en rendez pas compte de la violence que c'est, d'invisibiliser ce que vivent beaucoup de jeunes de Roubaix. Parce que ce qui s'est passé, à l'été 2023, ce n'est pas David Guiraud. C'est un policier qui a abattu à bout portant un jeune homme, qui s'appelait Naël, dans une voiture qui était à l'arrêt. Et ça justifie la violence.
Absolument pas, mais ça je l'ai toujours dit. Et vous savez, je peux le répéter 1000 fois, ça n'arrivera pas. Mais pourquoi je vous dis que beaucoup de jeunes de Roubaix se sentent insultés quand vous invisibilisez ce problème-là? Et justement parce que vous créez ce problème-là. C'est parce que on a eu ce problème à Roubaix. Il y a eu un jeune qui a été tué à Roubaix, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Vous vous en souvenez ou pas? Est-ce que vous connaissez son nom? C'est un jeune de la potannerie. Vous ne le connaissez même pas. Il s'appelait Amin Leknoun. Est-ce que vous êtes allé voir sa famille? Il a été tué. Vous voyez? Il est à l'arrêt. M. Garcin n'était pas maire de la ville Il était adjoint. à ce moment-là. Il était adjoint. Mais Est-ce que quelqu'un est allé les voir? Non, mais pourquoi je dis ça? Mais je veux qu'on puisse rentrer un peu dans ce sujet, parce que c'est vrai très que parlait de important développement sur- économique. C'est très important sur l'ambiance. De toute façon, on va parler de sécurité après. Mais sur l'ambiance qui se passe à Roubaix. Mais comment vous voulez que ça se passe bien avec ces jeunes quand vous niez ça? Vous ne connaissez même pas le nom d'un jeune qui a été tué par la police. Et ces jeunes-là, ils ne sont pas contre la police. Je ne suis pas contre la police. Mais quand la séquence que vous dites, vous avez coupé la suite. J'appelle à la justice. J'appelle à la justice. Parce que quand Amin Leknoun, il a été tué, et que personne n'est venu les voir, La et justice, que faut lui personne laisser n'est du venu... temps. Non, La non, mais justice, faut lui que la laisser du mairie temps, n'est pas monsieur venue les Guillaume. voir, que la mairie n'est même pas au courant que le jour où il est tué, sa sœur, qui est une Roubaisienne, elle a couché de son enfant, que sa mère, elle peut plus passer devant son lit parce qu'il est vide. vous Non, allez mais- dire aussi, je comprends bien, parce Attendez, que je finis là-dessus. mais on s'éloigne du Oui, sujet de la mais thématique j'insiste. principale. Oui, mais je veux en parler, parce que justement, ça a été soulevé. Concluez, Ouais, puisque je conclue, mais... Allez-y. Mais allez-y. qu'est-ce que vous pensez qui pensent de vous, les jeunes de la potannerie, par exemple, vu que vous n'en parlez pas? Vous vous en foutez. Et donc moi, effectivement, j'ai un discours politique où je parle de ces choses-là. Alors évidemment, dans les moments les plus Vous parlez que de ça, en fait. il faut évidemment appeler au calme. Vous croyez quoi? Vous croyez que je postule pour être maire et que j'ai envie que la mairie brûle? Enfin, je veux dire, il faut redescendre. Ah bah, Mais par écoutez, contre, un député, quand même, doit avoir une c'est certaine moi- responsabilité. c'est monsieur moi Guillaume. qui vais faire baisser la criminalité et la délinquance dans cette ville. C'est moi. Alors, Parce on que va moi, ces jeunes-là, je leur apporterai un cadre, mais aussi peut-être un petit peu de considération. Et peut-être que cette considération-là et un petit peu de bienveillance, parce que ce sont les enfants de la ville aussi. Tous les jeunes. Eh bien, ça va faire que vous allez voir, la première année du mandat, la criminalité et la délinquance, elles vont baisser. Alors justement, j'aimerais bien quand même, juste peut-être pour alors faire une transition avec Alors, le désolé, dernier je suis sujet sorti un peu de... qui est celui de la sécurité, mais c'est pas grave parce que M. Garcin a abordé effectivement l'inquiétude qu'il aurait eu à entendre de la part de commerçants. Et vous en aviez fait aussi une vidéo, je crois, sur les réseaux sociaux où vous expliquez que pour vous, la candidature de David Guiraud, c'était quand même quelque chose d'assez inquiétant. Alors, est-ce que c'était uniquement au niveau du commerce? On sent qu'il y a quand même une vraie divergence de posture, de compréhension de la problématique politique. Là, on voit que sur la question de la jeunesse, on voit que vous parlez du rapport à l'institution, du rapport à la police. J'aimerais bien savoir, pour vous, Monsieur Garcin, sur cette question-là, et puis ça nous permet d'arriver peut-être sur la sécurité, là, ce que vous semblez dire, c'est que vous prenez toujours, disons, le recul. Vous prenez du recul. Vous n'êtes pas dans la subjectivité de ces sujets-là. Vous restez plutôt dans une vision qui prend de la hauteur et vous essayez de régler des problèmes, mais plutôt structurels. Vous, Monsieur Guiraud, on a plutôt le sentiment que vous êtes, voilà, vous Je suis dites. capable de prendre du recul. Hein, Alors, mais vous vous dites proche, en tout cas, dans l'approche que vous avez, vous vous dites proche plutôt de ceux qui sont au quotidien frappés par un certain nombre de situations. Monsieur Garcin, comment, pour clore cette question-là et en arriver sur la question des projets sur la sécurité, c'est quoi votre posture, votre approche par rapport à cette jeunesse, par exemple, décrite par M. Guiraud? Mais écoutez, moi j'ai un cœur, hein, et encore plus quand on est père de famille, donc je suis tout à fait en empathie avec cette jeunesse. Elle me touche énormément. J'ai pu échanger avec quantité de jeunes et à chaque fois je suis touché effectivement par les obstacles qu'ils rencontrent, par la discrimination qu'ils rencontrent, par les difficultés au quotidien qu'ils rencontrent dans leur parcours, dans leurs études, dans leur rapport à l'institution. Et bien entendu, moi je souhaite vraiment pouvoir accompagner cette jeunesse qui est géniale, qui est incroyable, parce qu'elle a une force, une résilience, une capacité à se dépasser avec un potentiel incroyable. Et tout l'enjeu aujourd'hui, dans ce que je propose, dans le programme qu'on propose, à travers le sport, à travers la culture, à travers notre fondation pour Roubaix, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les jeunes de Roubaix puissent se réaliser, faire ce qu'ils ont au fond du cœur. Et je mettrai toute mon énergie pour cela. Je suis sûr qu'on peut faire effectivement de nos Roubaisiens des pépites. Il y en a plein.
Il faut les valoriser davantage. Je souhaite vraiment qu'on puisse travailler là-dessus et leur proposer aussi des figures de référence, parce qu'il y a des figures de référence qui doivent être mises en avant. Donc moi, la jeunesse de Roubaix, c'est aussi quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, monsieur Guillaume. Ouais, mais on a l'impression que c'est comme avec les aides-soignants. Pas du tout. On Pas sort du à tout, 20h c'est- pendant le Covid pour tous les applaudir, Mais non, puis après mais on non, rentre chez non. soi et il n'y a plus de... Non, mais pourquoi C'est je dis ça? le Parce que père de famille qui parle, monsieur Guillaume. oui, mais ça ne vous exonère pas de vos responsabilités. Hein. Vous êtes père de famille, c'est une chose, mais vous avez des responsabilités. Sur la sécurité, Oui, moi sur la j'aimerais bien qu'on y sécurité, arrive parce parce qu'on arrive à la fin quand même de Eh ben, l'émission, justement, on n'a plus énormément de temps. Il faut avoir des objectifs politiques. Parce que justement, je parlais de cette jeunesse, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité sans un cadre un peu bienveillant, sans un peu de considération. Mais par contre, il y a des choses qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Protoxyde d'azote. Les jeunes qui prennent du protoxyde d'azote sous ballon, qui prennent la voiture, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on lutte contre ça. Et si possible, sans faire des punitions collectives comme à rue de l'Alouette, ou alors effectivement, il y a un commerce qui pose problème, enfin, on bouche la rue, et c'est une punition collective pour les habitants, pour la circulation, etc. Donc, protoxyde d'azote, il faut que ça s'arrête. La délinquance, il faut que ça s'arrête. Mais pour ça, il ne faut pas juste dire que les jeunes sont géniaux. Il faut un grand plan de prévention, c'est ce qu'on propose. Un grand plan de prévention qui permet de prévenir le décrochage. Et quand un jeune décroche, d'aller le chercher, lui proposer des choses à faire. Et y compris, s'il faut sanctionner, on sanctionnera. Mais vous voyez, il faut des dispositifs politiques qui sont aptes à répondre à tout ça. Il y a d'autres sujets. Santé mentale. On a un nombre de jeunes aujourd'hui qui ont des difficultés en termes de santé mentale, des pathologies, schizophrénie, bipolarité. On n'en parle pas parce que les gens sont pudiques, mais en fait, ça existe dans nos quartiers. Mais ça, pour ça, il faut tout de suite aller voir l'ARS, leur dire, mais écoutez, c'est pas normal qu'à l'hôpital Bonafé... L'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'à l'hôpital Bonafé, on a 8 postes de médecins ouverts, mais on n'a qu'un médecin et demi en poste? Nous, Roubaix, alors qu'on en a le plus besoin. Donc pour vous, la question aussi de la santé, de la prise en charge, santé des problèmes... mentale, évidemment, parce qu'on a aujourd'hui aussi de la délinquance qui est liée à de la santé mentale. C'est-à-dire, il y a de la délinquance qui est organisée, etc. Il y a même de la criminalité organisée. Mais on a aussi des phénomènes où il y a des jeunes qui sont en situation de troubles mentaux. Si on ne les traite pas, c'est pas les mettre en prison qui va améliorer le problème. Au contraire, ils vont sortir, ça va s'aggraver. On arrive à la fin de l'émission, donc moi j'aimerais bien quand même que monsieur... Les policiers municipaux, ils ont aussi des revendications. Pardon, je le dis quand même parce qu'ils existent dans la discussion. Et vous pourrez, de toute façon, Voilà. puisque vous aurez chacun un mot de la fin, mais juste sur la question de la sécurité, monsieur Garcin, vous avez un peu moins de temps de parole pour l'instant que monsieur Guiraud, donc vous avez un peu plus de temps maintenant pour parler de cette thématique-là. Ensuite, on conclut sur le mot de la fin à l'adresse des électeurs de ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Et puis, allez-y, monsieur Garcin, c'est à vous, sur la sécurité. Alors, la sécurité, elle s'appuie sur 2 piliers. Il y a la prévention et il y a la répression. La prévention, nous allons la renforcer avec une professionnalisation des différents médiateurs et la création d'une maison de la prévention pour éviter que, effectivement, les jeunes ne sombrent dans la délinquance. Et puis, il y a la répression. Et sur la répression, on a fait aussi beaucoup. On a passé notre parc de vidéosurveillance en 2 mandats de 50 à 480 caméras. Je souhaite qu'on aille à 600 caméras. Nous avons une police municipale qui aujourd'hui est présente au CSU 24 heures sur 24, mais nous n'avons pas de capacité d'intervention 24 heures sur 24. Donc je souhaite qu'on puisse avoir une capacité d'intervention 24 heures sur 24, notamment pour régler les problèmes de tranquillité publique, parce qu'on le voit aujourd'hui, lorsqu'on appelle le 17 pour des problèmes de tranquillité publique, la nuit, il ne se déplace pas. Donc ce sera 12 policiers municipaux supplémentaires qui permettront d'assurer cette tranquillité publique la nuit. Pour cela, nous allons aussi mettre en place 2 brigades canines pour que, quand les policiers interviennent par exemple au parc Barbieux en pleine nuit, ce soit également dans des conditions favorables. Et puis la sécurité, c'est aussi la sécurité routière. Et là-dessus, on a un bilan qui est positif puisqu'on a divisé par 2 le nombre de morts sur les routes à Roubaix en un mandat. Je souhaite qu'on aille à 0 accident mortel. En 2025, on a eu 0 accident de la route mortel. Et moi, sur la sécurité, on voit bien, on a 2 approches différentes avec M. Guiraud. Vous parlez de prévention, moi je parle de prévention et de répression. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça... mal écouté, parce que ça, c'est ce qui est marqué sur votre fiche, mais c'est pas ce que j'ai dit à l'instant. Quand même, je n'ai pas entendu grand-chose en proposition. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas voté la loi contre... C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas voté la loi contre le narcotrafic, monsieur Guiraud. Parce que c'était pas une loi contre le narcotrafic. Je vous propose, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, que monsieur Guiraud, si vous souhaitez répondre en une phrase, puis faire la transition sur votre conclusion, le mot de la fin à l'adresse des électeurs, monsieur Garcin, après lui, vous concluez aussi, et puis ensuite on remerciera... Très rapidement, parce que dans la discussion, on en parle comme si c'était des gens qui n'existaient pas, mais moi je veux juste dire, il y a les agents municipaux dans la discussion. Ils ont des revendications aussi, en matière salariale, en matière
matière de commandement, en matière aussi de formation et de recrutement, parce que ce que disent les policiers municipaux de Roubaix, c'est quoi? C'est on aimerait bien qu'on recrute un peu plus de Roubaisiens et que ce soit un peu plus des Roubaisiens qui accèdent aux postes à responsabilité, y compris au sein de la police municipale. Pourquoi? Mais parce que quand vous êtes Roubaisien, vous connaissez mieux la ville que les autres. Et vous êtes un peu plus attaché aussi à votre ville. Donc c'est important d'avoir un plan de formation aussi à destination des policiers municipaux roubaisiens pour qu'ils puissent monter en échelon. Et ça vaut pour les policiers municipaux de Roubaix, comme en réalité pour l'ensemble des agents de la municipalité de Roubaix. Les Roubaisiens, pas tous, mais ils doivent être plus mis en valeur dans notre ville. Votre conclusion? Je n'ai pas de problème avec ça, M. Guiraud. La conclusion de M. Guiraud, la conclusion ensuite de M. Garcin, puis on clôt le débat de ce soir. Allez-y, M. Guiraud, vous pouvez vous adresser aux électeurs directement. Le rendez-vous, c'est ce dimanche. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous? Pourquoi pas pour les autres? Non, c'est pas ça. Je crois qu'il se passe quelque chose de formidable à Roubaix en ce moment. On le sent sur le terrain. Bon, il y a un sondage qui l'a confirmé récemment, mais il y a une immense envie de changement à Roubaix. On la sent. Aujourd'hui, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on continue comme avant, on vote M. Garcin, soit on fait changer les choses à Roubaix. Et moi, j'incarne ce changement, je le sais, parce que je le vois sur le terrain. Et je m'adresse aujourd'hui à tous les indécis, à toutes les indécises. J'ai envie de leur dire, regardez les programmes, les 400 propositions que nous avons réalisées pour Roubaix, les nombreux livrets thématiques, notamment le plan pour la protection des femmes, puisqu'on parle de sécurité. Je suis à la tête d'un collectif pluriel et divers, qui est apte à exercer les responsabilités, à renouer le fil qui a été rompu avec les Roubaisiens, avec les Roubaisiennes, à être un maire à la fois qui gère les soucis du quotidien, mais qui aussi sait se projeter dans l'avenir pour donner à Roubaix le meilleur pour le futur. Voilà pourquoi il faut voter pour la liste Fiers de Roubaix les 15 et 22 mars, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une élection municipale. Maintenant, nous sommes scrutés dans tout le pays, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je suis en tête dans cette élection municipale. Et quand je serai maire, ça sera le retour de toute une ville sur la scène nationale. Merci Monsieur Guiraud. Monsieur Garcin, c'est à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire aussi aux électeurs en vue de ce premier tour? Juste d'abord, hein, Monsieur Guiraud, c'est pas parce qu'on parle de vous, c'est parce que vous êtes sur les plateaux télé qu'on parle de Roubaix en bien. Moi, ce que je veux, c'est assurer la sécurité de tous les Roubaisiens. Je suis un père de famille, j'ai 3 enfants, 3 jeunes filles, et je veux m'adresser à tous les papas et à toutes les mamans. Je souhaite qu'à aucun moment, les enfants ne puissent être mis en danger par la consommation de drogue, par un accident mortel, et pour cela, je me battrai jusqu'au bout sur la sécurité. Notre projet, c'est l'accélération de la transformation de Roubaix. Tous les projets sont engagés, ils sont dans les tuyaux. Voter Guiraud, c'est voter l'arrêt. Une ville qui protège. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'une ville qui protège avec davantage de sécurité, une ville apaisée avec davantage de végétalisation, une ville qui rayonne sur le plan de vue économique comme culturel. Dimanche, il faut privilégier le vote efficace. Et pour une ville qui protège, pour une ville qui apaisée, pour une ville qui rayonne, dimanche prochain, il n'y a qu'un seul bulletin, c'est celui-là, c'est Alexandre Garcin. Alexandre Garcin, Monsieur David Guiraud, merci pour votre participation. Merci d'avoir organisé ce débat. Eh bien, on vous remercie d'avoir accepté et on rappelle que le premier tour des élections municipales, c'est bien ce dimanche 15 mars. D'autres candidats sont en lice, ils ne sont pas présents ici, mais on espère pouvoir organiser d'autres débats et puis rester connectés surtout à Roubaix Web pour suivre l'actualité et les éventuels prochains événements. On vous remercie encore d'être à l'écoute. On espère que vous serez engagés, motivés. N'hésitez pas à réagir. J'imagine que les équipes et les candidats vous répondront aussi le cas échéant si besoin. À très bientôt, une excellente soirée. Allez voter, quel que soit le maire, allez voter, donner de la légitimité au maire qui arrivera en place. Et allez voter. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.